Je dois être Bonjour, connecté, je dis je sais pas si vous me voyez, bonjour. mais ce n'est pas important. Bonjour David. Mais on ne me voit pas, j'entends, je vois. Ah, je commence à voir les gens. Voilà. Bonjour Salomon, on te voit et on t'entend. Bonjour, comment ça va? Et c'est un plaisir. Ah, salut. Laurent Israël, salut à toi. Ah, salut, salut. Si on parle d'Israël, je suis là. Non, c'est un autre. Hein? C'est un nom de famille. Paulette, regarde. Il y a plein de copains qui sont là. Ah, super. Il n'y a que des copains qui sont là. Il n'y a que des copains. Je dirais même mieux, il n'y a que des Haverim. Et Javerot. Et Haverot, oh, moi je ne suis pas du tout misogyne. Il n'y a pas de problème. Quelques étrangers. Voilà. Oui, Oh, que des métèques. les Belges ne sont pas des étrangers. Que des métèques. 119 participants. Ben dis donc. Des Européens, quoi. C'est formidable. Paulette, 119 participants. Bon. 119, ça ne suffit pas. C'est mieux que mes zooms yiddish sur les proverbes en yiddish, les jurons, les injures, les phrases laudatives, etc. Bien, nous allons commencer la réunion. À ceux qui arrivent, je vous demanderai de couper les micros. Le principe donc, de la soirée est le suivant. Comme convenu, il est à peu près 19 h, quelques minutes après. Nos trois invités sont arrivés. Ils sont rentrés dans la salle déjà de réunion et je leur passerai la parole successivement. Puis après chacun présentera pendant une quinzaine de minutes à peu près son point de vue. Puis ensuite, vous pourrez poser des questions uniquement par écrit. Vous avez en bas dans le menu une fonction qui s'appelle chat ou converser selon les versions de Zoom que vous avez. C'est uniquement par écrit que vous pourrez m'adresser à moi les questions et je les transmettrai. Voilà. C'est déroulé. Merci de vos micros, que ça ne fasse pas des échos inutiles. Je vais uniquement m'assurer que les conférenciers sont bien là. Voilà, donc Jean-Pierre, je demande la réactivation du micro. Voilà. Voilà, c'est fait. Et je vois avec Dominique, je m'assure qu'il a son micro réactivé. Dominique, tu m'entends? Tu réactives ton micro quand tu es là. Pour Dany, pareil. Voilà, donc je demande la réactivation du micro de Dany. Il est là aussi, c'est fait aussi. Bon, Ilan continue à faire entrer nos invités et je vais donc présenter un peu ce débat. Alors, comme vous le savez, en plus, si vous suivez l'actualité, aujourd'hui même, à Tel Aviv, une délégation émirati est venue à Tel Aviv pour signer et compléter les accords qui avaient été signés préalablement le 15 septembre dernier à Washington, sur la pelouse de la Maison-Blanche. Accord de traité de paix, on va en parler plus abondamment tout à l'heure avec nos invités, entre Israël d'une part et les Émirats arabes unis, et puis Israël et le Bahreïn. Le premier traité de paix signé 41 ans après celui signé avec l'Égypte et 26 ans après celui signé avec la Jordanie. Ces accords ont été présentés à la fois à Washington et à Tel Aviv ou à Jérusalem comme de grands succès diplomatiques pour les gouvernements en place. À la différence des États précédents, Égypte et Jordanie, Israël n'avait jamais été en guerre avec ni les Émirats ni le Bahreïn. Ces accords viennent plutôt officialiser des relations qui existent depuis des années entre Israël et les Émirats et puis d'autres Golfe, des accords, des relations qui sont des accords, des relations à la fois sur le plan économique, sécuritaire, etc. Donc,
Est-ce pour autant négligeable ces accords? Certainement pas. Mais que signifie-t-il pour la région? Comment les analyser? Comment interpréter ce nouvel axe de relation qui va se mettre entre Israël et les Émirats par rapport à ce qui se passe dans la région? Ce sont les questions qu'on va développer plus abondamment avec nos invités. Et puis, pour ceux qui s'en souviennent, en 2002, rappelez-vous, l'Arabie saoudite avait émis un plan de paix régional, un plan de paix saoudien, qui a été ensuite admis par la Ligue arabe comme étant le plan de paix de la Ligue arabe. Ce plan de paix a même été entériné par la des pays islamiques, la conférence islamique, qui comporte 55 pays, qui prévoyait ce plan de paix, chaque année il est renouvelé, qui prévoyait que la normalisation avec Israël ne se ferait qu'après qu'Israël ait restitué les territoires, et se soit retiré des territoires occupés de Cisjordanie, et qu'un État palestinien ait été créé avec Jérusalem pour capitale. Or là, on assiste à une normalisation sans qu'il n'y ait de retrait israélien du moindre territoire. Alors, est-ce dire que ce plan de paix est fini? Est-ce dire qu'il y a un changement total dans la région? Alors, ce sont les questions que je vais poser à notre ami Jean-Pierre Filiou. Jean-Pierre, que je vous remercie d'être avec nous. Jean-Pierre est professeur d'université en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris. Il est rattaché au Centre de recherche internationale CERI, auteur de nombreux ouvrages sur le monde arabe et la région et animateur d'un blog sur le site du Monde, ainsi Proche-Orient. Ces deux derniers livres, pour ceux qui souhaitent en tout cas les trouver en librairie, ils sont facilement encore édités, donc il n'y a pas de problème. C'est un livre sur Netanyahou, même bas sur Israël, Netanyahou et la fin du rêve sioniste, qui a été publié en 2019 à La Découverte, et plus récemment, l'Algérie, la nouvelle indépendance, qui a été publiée au Seuil. Voilà, ça c'est pour ceux qui le concernent. Alors Jean-Pierre, donc à toi d'abord de commencer. Je vais essayer de te mettre en évidence pour tout le monde. D'accord. Donc d'abord, merci beaucoup, cher David, chers amis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et d'échanger sur ce qui est effectivement une réalité mouvante qui interpelle tous ceux qui suivent ces événements de près. Alors, moi, j'aurais 3 points pour être bref. Le premier, c'est que Netanyahou a effectivement remporté une victoire historique. Donc, je suis l'auteur de la seule biographie politique en français du Premier ministre israélien, que j'avais d'ailleurs pu présenter dans le cadre de La Paix Maintenant et de J-Call. Et on voit comment il obtient, après des années d'opiniâtre insistance, ce qu'il avait en fait annoncé. Et c'est la deuxième fois qu'il remporte ainsi une victoire, d'abord dans le discours, qui fait qu'il structure toute une partie de la problématique du Moyen-Orient autour de ses propres thèmes, qu'il impose, donc avant on disait une idéologie dominante, maintenant on dirait un nouveau paradigme, et que la victoire est couronné il est couronné de succès. La première fois, c'était sur le terrorisme. Et c'était comme frère de Jonathan Netanyahou que très tôt, il avait imposé un discours sur le terrorisme comme la menace au Moyen-Orient, indépendamment des droits nationaux des Palestiniens ou des autres peuples. Et on voit comment il avait été précurseur par rapport à la guerre globale contre la terreur, et comment, à partir du 11 septembre, ce qui était un discours relativement périphérique s'était imposé comme la matrice du discours sur le Moyen-Orient. Et quand il revient au pouvoir en 2009, il n'a que l'Iran à la bouche, expliquant qu'au fond, toute cette fixation sur la question palestinienne, elle est artificielle et c'est l'Iran la principale menace du Moyen-Orient. Il n'est pas le premier à dire ça. Déjà, au moment d'Annapolis, de la conférence de 2007 sous le parrainage de George W. Bush, on avait essayé de favoriser, ça avait été un échec de la part de la diplomatie américaine, un rapprochement entre les Golfiens et les Israéliens autour de la question palestinienne et au motif de la menace prioritaire de l'Iran. Finalement, ça a échoué. Le paradoxe,
c'est que c'est Obama, dont on connaît les rapports absolument calamiteux avec Netanyahou, qui va lui permettre de remettre cette centralité iranienne sur le tapis. Parce qu'Obama, après une tentative, elle aussi avortée, d'abord du fait du blocage de Netanyahou de relancer le processus de paix avec son secrétaire d'État John Kerry, eh bien, va se rabattre sur le grand dossier de son second mandat qui sera l'accord sur le nucléaire iranien. Et ce surinvestissement d'Obama, qui l'amène d'ailleurs, entre autres, à abandonner la Syrie, à refuser de faire respecter ses propres lignes rouges en Syrie, eh bien, il va permettre, paradoxalement, à Netanyahou, dans le grand bras de fer qui l'oppose à Obama et qui, en 2015, l'amène jusqu'à parler pour la troisième fois de suite. Seul Churchill avait eu ce privilège devant les deux chambres du Congrès réunies à Washington, vraiment portant le fer sur la scène intérieure américaine. Il n'arrive pas à empêcher l'accord sur le nucléaire iranien, mais en revanche, il a vraiment consolidé une alliance stratégique avec la base, le cœur de l'électorat de Trump, qui va porter Trump à la présidence. Ce sont donc les sionistes chrétiens pour qui l'Iran, c'est l'incarnation actuelle de l'antéchrist. Alors que la communauté juive est beaucoup plus divisée aux États-Unis, où il y a même une légère majorité, mais en tout cas une majorité pour l'accord sur le nucléaire iranien. Donc on voit comment ce discours, avec la figure clé de Jared Kushner, le gendre de Trump, et donc celui qu'il a désigné comme son représentant personnel au Moyen-Orient, eh bien, aboutit à ces accords d'Abraham, avec l'idée que, au fond, la Palestine serait soluble dans l'économie et que, eh bien, si on dépense assez, on pourra faire que les Palestiniens ne combattront plus pour leurs droits nationaux. Alors, je rappelle que Jabotinsky, qui est quand même l'idéologue fondateur du révisionnisme et donc du Likoud, dans son fameux texte sur le mur de fer, texte fondateur lui aussi dans les années 20, expliquait déjà que tous ceux qui croyaient que les Arabes allaient vendre leurs droits pour des compensations économiques se trompaient absolument. Alors le deuxième point, c'est que la victoire de Netanyahou, c'est une victoire personnelle, je dirais presque une victoire privatisée. Alors j'attends de toute façon avec impatience les interventions de Dominique et de Daniel, mais l'ancien ambassadeur d'Israël en France jugera mieux que personne la façon dont les affaires étrangères israéliennes, dont la diplomatie israélienne ont été complètement marginalisées dans la conclusion de ces accords d'Abraham. Et la victoire a été privatisée par Netanyahou et utilisée pour un peu comme contre-feu face au mouvement de contestation qui avait été décrit avec tellement d'intérêt dans la précédente conférence virtuelle de la paix maintenant. D'où le paradoxe d'un deal of the century, d'un accord du siècle dont les Palestiniens étaient absents en janvier dernier à la Maison-Blanche, et cet autre paradoxe des accords d'Abraham. En fait, il y a un accord d'Abraham qui est l'accord entre Israël et les Émirats arabes unis, et l'accord entre Israël et Bahreïn qui se réfère à l'accord Abraham précédent. Donc ces accords qui sont signés effectivement sur la pelouse de la Maison-Blanche, mais par des ministres des Affaires étrangères des Émirats et de Bahreïn. Ce ne sont pas les leaders qui sont venus, donc ce qui tranche complètement avec la cérémonie d'Oslo en 93 et évidemment avec Camp David. En 77, c'est Sadat qui va à Jérusalem. Là, on voit bien que quels que soient les encouragements du roi du Bahreïn et surtout de l'homme fort des Émirats, Mohamed Ben Zayed, eh bien, ils n'ont pas osé être sur place pour signer ces accords soi-disant historiques. Et quand on connaît le poids dans ces régimes, poids tout à fait relatif des ministres des Affaires étrangères, eh bien, ça prouve qu'il y a quand même dans ces accords historiques, un problème d'affichage. Donc, on voit que l'accord matrice, c'est l'accord israélo-émirati, donc un accord qui se réfère aux principes de l'ONU, mais pas du tout à telle ou telle résolution, avec au cœur l'idée d'un strategic agenda for the Middle East, qui est aussi ronflant qu'il est multidisciplinaire,
Alors effectivement, c'est la fin du plan Abdallah que David avait évoqué en introduction. Je rappelle que le principe du plan Abdallah était très simple, c'était normalisation totale contre retrait total. Donc l'ensemble des pays arabes auraient normalisé en contrepartie du retrait israélien des territoires syriens et palestiniens. Donc, alors, who's next, qui va être le prochain État qui suivrait. Oman, on en a beaucoup parlé, j'en doute parce que Oman avait besoin du soutien américain et du soutien sans doute aussi du Mossad, du renseignement israélien dans la succession du sultan Qaboos, qui s'est opéré sans aucun trouble. Et Oman a besoin, pour beaucoup de raisons, de préserver sa capacité de médiation. Alors qu'on va voir que cet axe est un axe profondément clivant. Alors on parle beaucoup du Soudan. Le Soudan, la Maison-Blanche vient d'annoncer le retrait du Soudan de la liste noire du terrorisme. Il faut rappeler que c'est quand même une histoire compliquée. Ben Laden était au Soudan de 91 à 96. C'était le régime Béchir qui l'avait accueilli. Mais cette liste noire, c'est du fait de l'attentat de 98, quand Ben Laden est déjà en Afghanistan, donc l'attentat contre les 2 ambassades du Kenya et de Tanzanie. Donc on va voir, ce qui est certain, c'est que ça débouche sur une normalisation ou pas, on voit bien que dans ce cas, il n'y aurait aucune volonté du côté du peuple soudanais ou de la direction politique soudanaise, mais ce serait un véritable chantage. Donc on n'est pas dans une dynamique de paix. Et ce serait même, au fond, les résidus du régime Béchir, de la dictature, dont je rappelle que Béchir est poursuivi pour génocide par la Cour pénale internationale. Donc ce serait ceux qui étaient avec lui et qui se sont ralliés au soulèvement révolutionnaire de 2019 qui pousseraient dans ce sens. Donc le troisième point, c'est qu'Israël, par ces accords d'Abraham, alors je ne sais si ce sera un nouveau Moyen-Orient, mais Israël a clairement choisi son camp dans le monde arabe et c'est le camp contre-révolutionnaire. C'est le camp qui est mené par les Émirats arabes unis, avec l'Égypte du maréchal Sissi, enfin ex-maréchal Sissi, avec donc Bahreïn, où la première contre-révolution arabe se produit dès mars 2011, avec l'intervention des troupes saoudiennes et émiriennes ou émiraties sur le territoire de Bahreïn, alors que les manifestants ne demandaient qu'une monarchie constitutionnelle. Et donc on voit que c'est cet axe contre les peuples qui sera choisi. Alors on peut dire qu'en termes géopolitiques, c'est plutôt un axe contre la Turquie, contre le Qatar, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Iran, mais ce qui fait marcher Abu Dhabi, c'est aussi cette obsession des frères musulmans, cette obsession d'Erdogan et du Qatar qui est sous blocus quand même depuis 2017. Et d'ailleurs, par un phénomène de vase communicant, on a vu que la Turquie a récupéré ce qui était la position jusque-là incontestée de l'Égypte comme pays hôte des médiations interpalestiniennes. On verra si ça va beaucoup plus loin. Alors, je voulais quand même préciser que, on a différents indices sur l'opinion arabe, tout ça doit être pris avec beaucoup de précautions, mais néanmoins, sur la longue durée, on a un institut qui est basé au Qatar, je précise, basé au Qatar, mais qui avait donné des tendances lourdes qui avaient été jusque-là tout à fait avérées. Or, on voit qu'il y a une écrasante majorité dans les différents pays arabes qui est contre la normalisation et avec des taux qui culminent en Algérie à 99%, au Liban à 94%, ce qui me paraît d'ailleurs refléter assez la réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que en Arabie saoudite même, on aurait, d'après cette enquête, 2/3 des Séoudiens qui seraient opposés à la normalisation et 29% qui refusent de répondre, refus de réponse dont on peut imaginer les raisons dans un pays où les réseaux sociaux sont tout à fait pénétrés par les services de renseignement. Donc on voit que Mohamed Ben Salman, qui n'en pense pas moins, qui aimerait sans doute aller dans cette voie, serait coincé sur le plan intérieur, ce qui effectivement laisserait ce nouveau Moyen-Orient, cette percée historique tout à fait bancale, d'autant qu'il paraît maintenant clair
que deux choses paraissent maintenant claires, c'est que ces accords d'Abraham constituent aussi une manœuvre par rapport à Biden au cas où il serait élu pour préserver pour les Émirats et Israël des acquis stratégiques, et que d'autre part, contrairement à ce qui a été prétendu pour les justifier, eh bien, Netanyahou s'est bien gardé de s'engager à ne procéder à aucune annexion. D'ailleurs, la paix maintenant a documenté les récentes accélérations dans les constructions, dans les colonies de peuplement. Pour ce qui est de l'opinion palestinienne, donc là aussi, je cite la source, hein, c'est le centre de Khalil Shikaki, excusez-moi. Là, on a 86% des personnes sondées qui estiment que ces accords ne profiteront qu'à Israël et uniquement 8% qui considèrent que Israël et les Israéliens et les Palestiniens pourraient tous deux en bénéficier. Donc, dans tout cela, il y a une perspective, il y a un homme hein, qui apparaît, hein, c'est Mohamed Dahlan qui vit à Abu Dhabi et dont on peut imaginer que les Émirats le verraient bien à la tête d'une forme d'autorité palestinienne ou comme pilier historique de Fatah d'une part, mais originaire de Gaza d'autre part, eh bien, il pourrait ramener une forme d'autorité unifiée. Alors, on pourrait dire que je divague, que je vais trop loin, mais tous ceux qui ne croyaient pas à cette normalisation ont été surpris cet été de la rapidité, du caractère spectaculaire. Donc, je finirai sur un mauvais jeu de mots franco-anglais. Il se pourrait que Dahlan soit la Trump card, hein, donc l'atout maître des Émirats dans cette nouvelle configuration régionale. Voilà, merci. Bon. Jean-Pierre, il y a une question que je préfère directement te poser puisqu'elle t'est destinée. Tu parlais du camp des révolutionnaires, la formulation, tu parlais, je crois, d'État révolutionnaire, enfin qu'Israël aurait pris position pour les États contre-révolutionnaires. Alors justement, on me demande de savoir quelles sont ces forces révolutionnaires auxquelles tu te réfères aujourd'hui dans le interne au monde arabe. Ah ben, je parle des peuples, hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a donc cette alors axe, oui, on va l'appeler axe contre-révolutionnaire. Donc, il commence à Bahreïn en 2011, hein, avec l'écrasement du soulèvement démocratique du peuple bahreïni. Il se poursuit avec le soutien au coup d'État de Sisi en Égypte, hein, et on le trouve en Libye, on le trouve en Syrie, on le trouve au Yémen, où les Émirats n'ont pas seulement œuvré contre les Houthis, mais aussi contre ceux qui avaient sincèrement mené la révolution anti-Ali Abdallah Saleh. Hein. Donc, avec même un moment, les Émirats qui étaient tentés de mettre le fils d'Ali Abdallah Saleh aux commandes d'un Yémen qui aurait été plus ou moins sous leur protectorat. Donc, je mentionne cela parce que trop souvent, on réduit ce rapprochement à un rapprochement anti-iranien. Mais pour les Émirats, hein, qui sont quand même le prototype d'une structure sécuritaire très poussée, et ne l'oublions jamais, d'un État sans peuple, hein, vu que je crois que c'est de l'ordre de 10% hein, de la population des Émirats qui a la nationalité émirati, hein, qui sera donc concernée par aujourd'hui l'absence de visa entre Israël et les Émirats. Ce ne sera pas les 90% d'étrangers hein, qui vivent sur place. Et donc, ces États sans peuple peuvent se permettre, encore plus que d'autres, hein, de mener une politique qui ne prend pas en compte les opinions. Alors après, on peut dire que c'est la priorité, hein, qu'il faut aller à l'encontre des opinions, à l'encontre des peuples, mais bien comprendre que dans cette affaire, on normalise avec donc le pays, les Émirats, hein, qui est vraiment au cœur de cette mobilisation contre-révolutionnaire dans tout le monde arabe. Effectivement, la personne qui t'avait interpellé sur cette problématique s'est dit qu'en relation internationale, les peuples ne comptent pas, ce sont des États qui comptent. Et ce sont effectivement des États aujourd'hui au pouvoir qui sont plutôt, entre guillemets, contre-révolutionnaires. Oui et non, hein, parce que si en 2011, on avait vraiment cru qu'il y avait que les États qui comptaient, eh bien,
on n'aurait pas suivi la dynamique qu'on a connue. Donc là encore, hein, je mentionne juste des faits qui sont têtus, hein, c'est-à-dire que quand on normalise avec des régimes comme cela, loin de progresser, et je n'ai pas mentionné les chiffres pour la Jordanie, mais en Jordanie, on a 95% de la population qui est opposée à cette normalisation. Donc, voilà, hein, il faut quand même avoir les yeux ouverts sur ce que ça signifie. On peut considérer que c'est rationnel, que c'est réel-politicien, tout ce qu'on veut, mais une politique qui se veut de paix, qui se veut de stabilité, qui est basée sur la principale cause d'instabilité aujourd'hui au Moyen-Orient, qui est le déni des droits des peuples, à mon avis, elle doit au moins être questionnée. Très bien. OK. On va en rester là sur cette première intervention. Si vous voulez poser d'autres questions à Jean-Pierre, vous pourrez le faire pendant également les interventions de Dominique et de Dany. On poursuit. Donc, merci pour cette première partie. Donc, si je vais introduire, si vous voulez bien, et si je n'arrive pas à me tromper, Dominique. Dominique, faut que je le vois pas là. Dominique, tu me vois? Bon, en attendant, juste quand même recontextualiser l'intervention de Dominique. On se trouve, comme vous le savez, à 2 semaines des élections américaines. Ces accords de paix, dont on a parlé, sont effectivement pour Trump son seul succès, entre guillemets, diplomatique dont il peut se prévaloir après près de 4 ans à Washington. Il avait promis l'accord du siècle, le deal du siècle, quand il a été élu, qui prévoyait un accord de paix global entre Israël et les pays arabes. Et puis finalement, ça s'est réduit à cet accord avec les Émirats et le Bahreïn. Alors, il a pourtant utilisé tous ces moyens et toutes les pressions possibles pour aboutir à ces accords. Et il continue apparemment à le faire en ce moment avec le Soudan, comme Jean-Pierre Filiou en a parlé à l'instant. Mais bon, cet accord, enfin cette démarche-là, vue du côté américain, c'est ça la question que je veux poser à Dominique Moïse, c'est une démarche à la fois pragmatique, mais qui ne dénote pas d'une vision stratégique. Les États-Unis sont dans une phase de retrait de la région, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Irak, il y a un repli total des Américains sur le continent américain et plutôt vers l'Asie, puisque c'est ça maintenant, et ça avait été entamé déjà sous l'époque d'Obama, hein, ce processus, et pas que sous Trump. Mais il a quand même obtenu un accord, tant soit peu, là où tous ses prédécesseurs avaient échoué. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur la vision américaine? Après le retrait de l'accord iranien signé par Obama dans les dernières semaines de son mandat précédent, vous savez, donc Trump a mis fin, s'est retiré de cet accord sur le nucléaire iranien. Par contre, il a déménagé l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Il a reconnu l'annexion par Israël du Golan. Il a arrêté de faire des pressions sur les Israéliens quand ceux-ci poursuivent leur politique d'annexion rampante du territoire, à la différence de ses prédécesseurs, y compris George Bush Jr., rappelez-vous, qui avait pris des positions contre ce processus d'annexion rampante. Il avait été un de ceux qui avait préconisé, en tout cas, une solution sur la base de 2 États. Là, on a l'impression qu'avec Trump, c'est un retrait de la ligne habituelle américaine. Alors, est-ce que ça va continuer ainsi en cas de victoire des démocrates la semaine prochaine? Voilà, donc Dominique, autant de questions que l'on te pose. Alors, Dominique Moisy, géopolitologue, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, membre fondateur de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, professeur au King's College de Londres, spécialiste aux États-Unis. Ses dernières publications, Leçons de lumière aux éditions de l'Observatoire en 2019 et le nouveau déséquilibre du monde en 2017. Voilà, Dominique, je ne sais pas si tu m'entends, j'espère. Je te passe la parole
et je vais essayer de te trouver pour qu'on puisse te voir en gros plan. Dominique? Attends, il y a un petit problème, je ne te trouve pas. Voilà, Oui. ok. La Il faut qu'il caméra branche sa n'est pas caméra. branchée. Il faut qu'il branche sa caméra aussi. Oh non, la caméra est branchée. Voilà, Voilà. et c'est bon. On t'entend là, Dominique? Ah, Ton iPad, le son est fermé, c'est chez toi. Il faut que toi tu actives le son. Est-ce que là, c'est bon? Ouais, c'est bon. voilà. Bouge un petit peu l'iPad, voilà, comme ça. Voilà, c'est très bien. Ok, C'est bien comme ça? c'est bon. C'est bien. On m'entend? Oui, c'est bon. Parfait. Ben, merci beaucoup de cette invitation. Moi, je voudrais parler un peu des États-Unis. On est, tu l'as dit, à 15 jours des élections. Et le paradoxe, c'est que jamais des élections américaines n'ont paru aussi importantes, aussi décisives, mais je dirais pour l'avenir des États-Unis et pour l'avenir de la démocratie dans le monde. Parce que sur le plan de la politique étrangère, on a plutôt tendance à souligner les éléments de continuité au fond, et pas bien entendu dans le style, entre Trump et Biden, de même qu'il y avait une continuité au niveau de la politique étrangère entre Obama et Biden, entre Obama et Trump. Et donc, je crois que c'est là, me semble-t-il, le paradoxe majeur. Ce sont des élections décisives, mais qui, en matière de politique étrangère, risquent de ne pas changer considérablement les choses. Et ceci est particulièrement vrai au Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que l'Amérique n'est plus l'Amérique, et particulièrement au Moyen-Orient. Elle fait moins peur, c'est le cas de l'Iran. Elle rassure moins, c'est le cas des Émirats arabes unis qui se sont engagés dans les accords d'Abraham, largement parce qu'ils avaient peur de la montée des ambitions turques et iraniennes, et parce qu'ils ne se sentaient plus protégés par Washington. Au fond, c'est ça le phénomène majeur. Il y a cette perception du retrait progressif des États-Unis dans le monde. Trump-Biden, dans le style, ce sera fondamentalement différent. Sur le fond, il y aura beaucoup plus de continuité que de changement. L'Amérique ne veut plus être le gendarme du monde. On a vu cette rupture s'effectuer au temps de Barack Obama. On peut presque la dater de septembre 2013, avec la volonté des États-Unis de ne pas s'engager dans leurs promesses, de ne pas suivre ce qu'ils avaient dit, de ne pas punir la Syrie de Bachar el-Assad pour avoir traversé la ligne rouge comme elle l'avait fait en utilisant des armes chimiques contre sa population. Eh bien, il y a cette continuité. Si l'on regarde les déclarations de Biden ou des principaux conseillers de Biden, on voit là encore qu'il y a des inflexions, bien évidemment, un retour au multilatéralisme, une volonté de mettre en avant les relations avec les démocrates et les démocraties, ce qui est très différent de ce que faisait Donald Trump, qui était plutôt indifférent à la nature des régimes et qui s'entendait mieux avec les régimes autoritaires qu'avec les régimes démocratiques. Mais sur le fond, il n'y a pas d'appétit de redevenir le gendarme du monde. Il n'y a pas de volonté de retour au Moyen-Orient. Le retrait, il est déjà inscrit dans les lignes de la Syrie hier à l'Afghanistan demain. Alors certes, il y a des différences
en particulier en ce qui concerne l'Iran. Si Biden est élu président demain, il y aura une volonté de revenir à ce qu'était la politique de Barack Obama, à mettre un peu d'eau dans le vin des sanctions, à essayer de revenir à un accord, à prendre peut-être un peu de distance avec l'Arabie saoudite pour se rapprocher de l'Iran. De la même manière, en ce qui concerne Israël et la Palestine, bien entendu, on ne changera pas le déplacement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. On ne remettra pas en cause, bien évidemment, les accords d'Abraham. On mettra un tout petit peu plus l'accent sur le fait qu'il ne faut pas oublier les Palestiniens et on n'acceptera pas aussi facilement les implantations israéliennes. Mais sur le fond, et c'est ce qui me paraît essentiel, le Moyen-Orient n'est plus une priorité américaine. S'il y a des priorités américaines, c'est essentiellement d'abord l'intérieur, c'est-à-dire la volonté. Il y avait ce livre qui avait été publié il y a quelques années par le président du Council on Foreign Relations de New York, Richard Haas, Foreign Policy Begins at Home. Ce qui est essentiel pour l'Amérique, c'est de retrouver son unité, de retrouver son fonctionnement, mettre l'accent sur les infrastructures, mettre l'accent sur les relations avec ses alliés. Mais en réalité, l'Amérique, elle est partie ailleurs, elle est partie en Asie. La priorité est très clairement donnée à la relation avec l'autre superpuissance, la Chine, et peut-être le retour de l'Europe dans la politique étrangère des États-Unis. Mais le Moyen-Orient, ça n'est plus leur problème principal. Ils ont trop donné et trop peu reçu. Les aventures militaires malheureuses sont restées comme des avertissements très forts pour les États-Unis. Donc voilà, je crois que sur le fond, et c'est encore une fois le grand paradoxe, il n'y aura pas de changement fondamental si Trump est réélu président ou si Biden lui succède. Alors ça, c'est au niveau de la substance de la politique. Il est évident qu'au niveau du style, tout sera différent. Mais quelque part, les acteurs du Moyen-Orient, qu'il s'agisse des Israéliens, des Égyptiens, des Iraniens, des Palestiniens, des Saoudiens, ils ont déjà acté le fait que l'Amérique n'était plus ce qu'elle était. La force de l'Iran aujourd'hui, c'est de pouvoir dire, mais vous savez, j'ai moins peur de vous car j'ai des alliés solides en la personne de la Russie et de la Chine. Vous ne pouvez plus me menacer comme vous le faisiez hier. Je ne suis pas seul. Et les Émirats arabes unis disent, mais j'ai un protecteur stable qui est beaucoup moins dangereux, est beaucoup moins incertain, imprévisible, irresponsable que ne l'est les États-Unis. Eh bien, c'est l'État d'Israël. Et c'est ça, pour moi, la question la plus intéressante, c'est que l'accord d'Abraham, il est tout autant le produit de la peur des Émirats face à la montée de la Turquie et de l'Iran que du doute de plus en plus grand par rapport aux États-Unis. Donc le paradoxe, c'est que cet accord d'Abraham, il est tout à la fois une victoire pour Trump et en même temps un constat de réduction de l'Amérique. Et alors, cet accord d'Abraham, en fait, il est le grand triomphe de Trump, mais pas de chance, il ne jouera aucun rôle dans le vote des électeurs américains. Ce qui domine la question, c'est le Covid-19. Et est-ce que l'Amérique
a réussi dans ses politiques pour faire face au Covid-19? Et la réponse est bien évidemment non. Même la question de la sécurité intérieure, de la loi et de l'ordre, eh bien, elle est assez secondaire par rapport au Covid. Ce qui sans doute signifierait qu'au bout du compte, Biden serait le prochain président des États-Unis. Au fond, les historiens diraient, rappelez-vous la célèbre formule de 1992, après la victoire de George Bush père dans la première guerre du Golfe, après l'effondrement de l'Empire soviétique, Bush avait quand même été battu et la formule qui résumait tout cela, c'est « It's the economy stupid ». C'est l'économie idiot. Et bien là, « It's the pandemic stupid ». Ce n'est pas l'accord d'Abraham qui peut maintenir Trump au pouvoir, c'est l'épidémie de Covid-19 qui peut l'en retirer. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire à la veille des élections américaines. Les fondamentaux restent les mêmes. Moins d'Amérique dans le monde, et en particulier moins d'Amérique au Moyen-Orient, une Amérique qui s'intéresse toujours davantage à elle-même, et si elle s'intéresse au monde, c'est à travers sa relation avec la Chine, et si c'est Biden, le rétablissement de sa relation avec ses alliés européens. Anthony Blinken, qui est un des proches conseillers de Biden, qui est par ailleurs le gendre de Samuel Pisar, parle aujourd'hui d'une League of Democracy, comme Madeleine Albright parlait en 2000, la fin du deuxième mandat de Clinton, d'une alliance des démocraties. Alors, c'est vrai que tout cela peut créer une relation moins personnelle entre le président des États-Unis et le Premier ministre d'Israël. Mais il faut dépasser, je crois, les personnes. Est-ce que Netanyahou sera pendant longtemps encore le Premier ministre d'Israël? Donc, au fond, dépassons les personnalités, allons vers les changements structurels et dans le cadre d'espèces, je mettrai l'accent sur les continuités fondamentales. Voilà. Dominique, oui. Une question. Effectivement, plusieurs personnes ont ça pour reconnaître l'inexorable des États-Unis. Je demande à la personne qui parle là, de fermer son micro. Hein, excusez-moi, sinon ça fait un écho. Merci. Donc, tout le monde, il y a plusieurs personnes qui sont reconnaître le déclin américain. Et la question qu'on te pose, comme la nature a horreur du vide, c'est qui va le remplacer? Quelle est la place de la Chine? Est-ce qu'il serait intérêt à se rapprocher de la Chine? Pourquoi les Américains n'arrivent pas, avec les Chinois, à constituer un front commun? Est-ce qu'il y a des intérêts en jeu, évidemment, peut-être divergents? Bon, c'est un petit peu ces questions-là autour de qui va remplacer les Américains qui tourmentent beaucoup de nos participants ce soir. Alors, à court terme, aujourd'hui, il y a plus de Turquie et plus de Russie au Moyen-Orient. À long terme, c'est plutôt vers la Chine qu'il faut aller. Au fond, le Covid-19 a accéléré le déclin de l'Amérique et la montée en puissance de la Chine. Et les Israéliens, depuis plusieurs années déjà, moi j'ai un souvenir d'une conférence du président, c'était les réunions biannuelles autour de Shimon Peres, se tournaient déjà du côté de la Chine. J'ai un souvenir en 2011 d'une réunion où l'envoyé du président Obama, Dennis Ross, avait été pratiquement boudé alors que les Israéliens faisaient un triomphe
à un obscur ministre de la culture de la Chine. Il y a cette idée qu'il faut aller dans le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est la montée en puissance de la Chine. Les Chinois sont fascinés par Israël. Ils ont un mode de fonctionnement en diaspora, comme les Israéliens. Ils ne comprennent pas comment un si petit peuple, le peuple juif, qui fait moins de 15 millions d'habitants, 15 millions de personnes, c'est-à-dire l'erreur marginale de calcul dans la population chinoise, plus ou moins 13-15 millions d'habitants, peut jouer un rôle aussi important. Et les Israéliens jouent cela. Ils jouent déjà massivement de l'Inde et ils joueront demain de la Chine, avec une interrogation majeure. Qu'est-ce qui se passe quand votre allié principal n'a plus aucun sentiment de culpabilité historique par rapport à vous, parce qu'il appartient à une culture qui n'a rien à voir avec la chrétienté, le monothéisme, qui n'a jamais connu l'antisémitisme, parce que le nombre de juifs en Chine était vraiment, pour le coup, marginal. Mais c'est un vrai pari. Et je crois que c'est un pari c'est une question en tout cas, que les Israéliens se posent depuis de nombreuses années déjà. Oui. Effectivement, on reconnaît que la Chine va jouer un rôle à l'avenir plus important, et c'est d'autant plus un pays, comme tu le dis, qui n'a aucune culpabilité vis-à-vis du passé. Évidemment, je pense à la Shoah et tout ce qui a été, qui a accompagné la création de l'État d'Israël dans les 27 ans. Et puis surtout, il se fout complètement des problèmes de droits de l'homme. Ce n'est pas la question qui va là-dessus jouer, et ça joue, je dirais, pour la droite israélienne, une partie d'entre elles pour laquelle la question palestinienne devient marginale, moins importante. C'est effectivement qu'il faut avoir affaire aux Chinois que les démocraties occidentales. Tout à fait. Tout à fait. Et une seconde, avant de poursuivre, il y a quelqu'un qui parle là, oui. Il y a un micro ouvert et c'est très gênant. Alors je voudrais qu'il le ferme, s'il vous plaît, parce que c'est très gênant. Il y a un petit garçon. Il y a des petits enfants, c'est charmant, mais. Je n'arrive pas à voir qui c'est, je ne peux pas fermer son micro. Il faut que tu apprennes à lire. Le grand-père avec son petit-fils, là, est-ce qu'il peut fermer son micro? Ou faire taire le petit-fils. Attends, je vais fermer à tout le monde et je vais rétablir ensuite. Voilà, sinon on ne s'en sortait pas. Je vais revoir Dominique, une seconde. Voilà, Dominique, je te rétablis ton micro, je viens de te rendre la... Voilà, normalement c'est bon. C'est toi qui dois agir, Dominique, hein, moi je ne peux pas. Tu dois rétablir ton micro. Voilà, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Bon. Non, la seule chose que je voulais ajouter à tes propos, c'est qu'il n'y a pas de sentiment de culpabilité vis-à-vis des Juifs, mais il n'y a pas non plus de sentiment de culpabilité chinoise vis-à-vis du monde arabe. Leur impérialisme ne s'est pas manifesté dans cette partie du monde. Très bien. Alors, attends, je vois, il y a des questions. On me signale quand même que, certes, la Chine, pendant la guerre, a sauvé 20 000 Juifs pendant la Shoah. Bon, c'est un point historique. C'est vrai. Proche de l'Iran, ira-t-elle jusqu'à un mini refroidissement, vente d'armes, éventuellement? Oh, je crois que
la Chine est d'un cynisme et d'un pragmatisme total. Donc, elle ira aussi loin possible dans la relation avec l'Iran quand elle considérera que c'est dans son intérêt national. Sur ce plan-là, d'ailleurs, il y a un parallélisme entre la Chine et la Russie, avec cette différence majeure, c'est que la Russie n'a pas les moyens de ses ambitions, même si elle marque des points tactiques, alors que la Chine a de plus en plus les moyens de ses ambitions, surtout qu'elle découvre un peu avec surprise, presque, les limites de la puissance américaine et, à ses yeux, l'accélération du déclin de l'Amérique. Elle pensait aller moins vite dans son affirmation d'elle-même historique. Ça va beaucoup plus vite qu'elle ne le pensait. Elle n'en est pas triste. Peux-tu nous dire un mot sur la Russie dans ce contexte, la Russie de Poutine? Bah, je dirais, on voit que la Russie de Poutine marque des points dans un Moyen-Orient élargi. Elle a marqué des points en Syrie. Elle vient de marquer des points pas totalement affirmés dans le Caucase. C'est elle et elle seule qui a réussi à imposer un cessez-le-feu, d'ailleurs qui n'est pas parfaitement respecté, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Elle vendait des armes aux deux camps et elle a gagné par le fait que l'Arménie a basculé dans le camp de la Russie. Elle s'est trouvée, la Russie, comme seul protecteur. Donc vous avez d'un côté la Turquie et l'Azerbaïdjan, de l'autre la Russie et l'Arménie, et entre les deux, une Amérique, un OTAN, et ne nous voilons pas la face, une Europe totalement absente en réalité. Les choses se passent à Moscou, elles ne se passent plus à Bruxelles ou à Washington. Bien. Bon, bah, c'est un bilan, on dirait, pas très réjouissant, parce que si on doit de pays totalitaires dans la région, que ce soit la Russie ou la Chine, ça pose des problèmes pour l'avenir et je ne pense pas que ce soit forcément pour le mieux. Enfin, bon, on verra. Donc, c'est le moment. Merci pour l'instant, Dominique. On reviendra peut-être vers toi. Donc, je reviens à. Je vais passer la parole à Dany. Alors, en attendant que je le trouve, Dany, sur mon écran, ce que je voulais dire. Ah, voilà, Dany, je t'ai trouvé. Voilà, je te mets en évidence. Voilà. Juste avant que tu n'interviennes, Dany, juste rappeler que les accords d'Abraham ont été entérinés à la Knesset la semaine dernière par tous les partis sauf la Ligue arabe unie, la liste arabe unie, tous les partis d'opposition. Et donc, il y a un grand consensus en Israël. Bon, tout le monde est très content, bien que ce n'était pas vraiment la question fondamentale. Israël, comme je le disais, n'a jamais été en guerre avec les Émirats arabes unis, ni le Bahreïn. Et, bon, c'était un non-événement, malgré tout le bruit que Netanyahou a voulu faire autour de cela. Quand même, il faut noter que le plan de Trump, à son origine, rappelons-le, il était prévu à la fois d'avoir un accord global dans la région, mais aussi qu'Israël pourrait annexer une partie de la Cisjordanie. On a parlé de 30% du territoire, et qu'en contrepartie, il y aurait un État palestinien sur 70% du territoire restant. L'État palestinien qui aurait été démilitarisé. C'est un plan préparé probablement avec Netanyahou et Kouchner. Ça, il est évident que ça n'a pas été de surprise pour Netanyahou quand on le lui a présenté. Mais ce plan-là, même préparé par lui, Netanyahou n'a pas réussi à le faire accepter par les colons qui s'y sont opposés. Et de ce fait, donc, Netanyahou a prévu pendant un premier temps d'annexer uniquement de façon unilatérale 30% de la Cisjordanie.
Et finalement, ça a été abandonné parce qu'il n'avait pas de majorité pour cela. Le parti de Gantz s'y était opposé parce qu'il avait accepté de suivre le plan de paix dans sa globalité avec la création de l'État palestinien, ce qui n'était pas prévu dans l'annexion unilatérale. Donc ce plan d'annexion était un peu tombé dans l'eau. Et cet accord avec les Émirats est venu, en fait, a permis à Netanyahou de sauver la face, un accord de paix. Voilà. Mais paradoxalement, et c'est la question que je veux te poser, cet échec de Netanyahou, est-ce que ce n'est pas la preuve que les projets d'annexion de la droite israélienne sont impossibles à réaliser, que quelque part, c'est la fin de la solution à deux États et qu'on va probablement vers, malgré la volonté et des uns et des autres, vers une seule entité parce que les Israéliens ne voudront pas quitter ou ne pourront pas quitter une partie de la Cisjordanie. Voilà pour te amorcer le débat. À toi, Dany. Merci beaucoup, David, et bonsoir à toutes et à tous. Dany, excuse-moi de quand même te présenter, diplomate chevronné, ancien ambassadeur à Paris de 2006 à 2010, et que tous nos amis connaissent évidemment. Merci, c'est gentil. J'aurais bien aimé vous retrouver en personne, mais c'est comme ça. J'ai derrière moi une affiche qui propose aux chauffeur de la compagnie Egged dans les années 50 un voyage organisé à Paris. Donc voilà, c'est le seul moyen de me rappeler de la ville que j'aime tant. Alors, puisque mes amis ont très intelligemment dit beaucoup de choses déjà sur le sujet, je vais faire un petit survol sur ce qui se passe en Israël. Et je vais dire la chose suivante. Il y a actuellement, je pense, en gros, 4 sujets qui occupent l'actualité en Israël. Il y a tout d'abord, évidemment, comme partout ailleurs, le Covid-19 avec la variété de gravissimes problèmes sanitaires, mais surtout économiques, sociaux, psychologiques, qui accompagne cette pandémie dans une situation politique que je vais peut-être un petit peu élaborer ensuite. Mais en tout cas, c'est le grand sujet, évidemment, comme partout ailleurs dans le monde. Le deuxième sujet, c'est la viabilité des institutions démocratiques en Israël. On a tendance de penser que ça ne préoccupe que la gauche israélienne, mais en fait, ça préoccupe tout le monde, simplement différemment. La gauche craint un affaiblissement des institutions comme la justice, la police, la liberté de la presse, etc. Et la droite, elle craint le contraire, qu'il y a un renforcement démesuré, notamment du système judiciaire, un peu comme aux États-Unis d'ailleurs, la droite trumpienne qui craint exactement la même chose. Et donc, c'est un sujet de débat qui englobe en fait l'ensemble de l'échiquier politique et une grande partie de l'opinion publique israélienne. Troisièmement, il y a cette vague véritablement impressionnante de protestations qui a commencé il y a 3 ou 4 mois, qui a en fait commencé bien avant, mais qui est allé au devant de la scène et qui a pris de l'ampleur il y a un peu plus de 3 mois, et qui ne cesse de grossir. Et avec tous les efforts que fait Netanyahou pour essayer d'étouffer cette vague de manifestations, elle ne fait que grossir, s'approfondir, s'élargir géographiquement, mais aussi démographiquement et politiquement. Et c'est sans aucun doute une véritable nuisance pour Netanyahou et pour son gouvernement, même si on ne voit pas exactement comment ça va causer directement la fin de son gouvernement. Et cela met une pression qui ne s'arrête jamais sur son régime. Et puis, il y a les changements dans la région qui sont le sujet essentiel de notre réunion aujourd'hui, avec le contexte américain que Dominique Moïsi a très bien expliqué,
surtout les influences que cela a sur la situation géopolitique d'Israël. Entre ces 4 sujets, il y a évidemment des interférences, c'est clair, mais surtout, au-dessus de tous ces sujets, plane depuis un long moment un sujet prédominant, qui est le sort personnel de Benjamin Netanyahu devant la justice israélienne. Comment penser et comment cette question de son avenir et de son sort devant la justice a-t-il influencé ses décisions sur les 4 sujets que je viens de mentionner? Il règne dans le centre-gauche israélien et je pense dans une majorité en fait de l'opinion publique un sentiment que toutes les décisions que son gouvernement prend ou que lui prend sont teintées d'une manière ou d'une autre par des considérations étrangères à la substance du sujet et ce qui entraîne sans aucun doute un affaiblissement de la crédibilité que le public israélien accorde à son gouvernement. Ce qui est évidemment très grave dans une situation de crise comme nous la connaissons aujourd'hui, si le peuple, la population ne fait pas confiance à son gouvernement, c'est évidemment très grave. Alors, la question très courte, la réponse très courte à la question géopolitique qui est posée ce soir, est-ce que nous sommes devant un nouveau Moyen-Orient? Cette réponse est oui, nous sommes devant un Moyen-Orient différent de ce que nous avons connu par le passé. Et la différence, elle est caractérisée avant tout, je dirais, par une sorte de démantèlement, de détérioration de la question palestinienne dans quasiment toutes les arènes qui comptent. Tout d'abord, dans le conscient du public israélien, ça a déjà été dit ici et vous l'avez entendu maintes fois dans le passé, depuis une bonne décennie, c'est un sujet qui n'intéresse plus les Israéliens. Il n'intéresse plus les Israéliens dans le quotidien parce que la situation est relativement calme et qu'ils ont appris à vivre avec des petites resurgences de violence autour de Gaza par intermittence. C'est tout à fait gérable. Et ils se désintéressent même dans la succession de campagnes électorales que nous avons eues et qui, par le passé, il y a 20 ans sans doute, 30 ans sans doute, le sujet de la paix ou de la guerre, de l'avenir des Palestiniens et des territoires était central. Ce n'est plus du tout le cas. Disparu aussi de la scène internationale. Dominique Moïsi a bien dit que pour les Américains, certainement sous Trump, c'est un non-sujet. Mais il faut le dire, en Europe aussi, c'est-à-dire l'Union européenne s'est quasiment désintéressée du sujet. Plus important que tout, il y a un désintérêt ou un changement d'approche du moins, mais je dirais quand même un désintérêt dans le monde arabe lui-même. C'est ce qui crée la plus grande frustration évidemment chez le leadership palestinien. Ce monde arabe qui avait comme habitude pendant des décennies de se réunir dans la Ligue arabe par exemple, et quand il y avait des désaccords sur tout, on parlait d'Israël et tout le monde se réunissait pour condamner Israël et soutenir les Palestiniens, eh bien cette tradition, elle est terminée. Une partie du monde arabe se sent libérée d'une sorte d'obligation de solidarité avec les Palestiniens, et même si verbalement ils continuent à parler de leur volonté de voir les Palestiniens trouver leur indépendance, ils ne font pas grand-chose pour faire avancer ce sujet. Et par contre, ils se sentent totalement libres de critiquer
des fois avec des paroles extrêmement sévères, le leadership palestinien. Et finalement, même parmi les Palestiniens, mais je ne suis pas là pour parler au nom des Palestiniens, mais dans mon contact avec eux, je ressens de plus en plus de dégoût avec la situation, avec toute la question de leur avenir, et cela se partage donc en deux. Il y a une partie des Palestiniens qui disent pour le moment, on s'occupe de notre quotidien, on veut avancer économiquement, on veut que nos enfants puissent avoir une éducation, et puis pour le sort national de notre peuple, on verra plus tard. Et une autre partie qui va en grandissant est celle qui se désolidarise du concept de la solution à deux États et qui disent nous préférons attendre qu'il y ait une seule entité dans laquelle nous finirons par être majoritaires et trouver notre bien. Alors, quelles sont les raisons pour ce désintérêt grandissant pour la question palestinienne? Eh bien, il y a d'abord la fatigue, tout simplement. N'oublions pas, c'est un sujet c'est un sujet qui occupe la scène internationale depuis 50 ans, depuis la guerre des 6 jours, mais même avant, mais disons depuis l'acquisition des territoires occupés par Israël en 67, ça fait plus de 50 ans qu'on en parle, et surtout, ça fait une bonne dizaine d'années que le sujet n'avance pas. Il n'avance pas du tout, essentiellement parce que de part et d'autre, chez les Israéliens, chez les Palestiniens, pour des raisons complètement différentes les unes des autres, mais dans les deux côtés, il n'y a aucune motivation pour avancer. Benjamin Netanyahu certainement ne souhaite pas avancer vers une solution, et Mahmoud Abbas, lui, pour d'autres raisons, se sent incapable, je dirais, d'imposer une sorte de politique courageuse qui prendrait des décisions difficiles devant son peuple. Alors ça, c'est la première raison, la fatigue. La deuxième raison, c'est que la droite, essentiellement le lobby des implantations en Israël, disait toujours que la composante qui est la plus importante pour leur avenir, c'est le temps, gagner du temps. Et je dois tristement avouer qu'ils avaient probablement raison et qu'ils ont très bien utilisé les 50 années qui sont passées pour, d'une part, renforcer leur emprise dans le territoire, agrandir le nombre des implantations et agrandir surtout le nombre des personnes qui y habitent. Mais d'un autre côté, ce n'est pas moins important d'endormir le public israélien et endormir d'une certaine manière le monde sur le sort de ces territoires et de leurs habitants palestiniens. Si j'ai parlé de fatigue tout à l'heure, je pense que c'était absolument une stratégie de la droite des implantations en Israël pour justement endormir Israël et le monde pour créer cette sorte de fatigue. Troisième raison, c'est la crise profonde de la gauche israélienne qui, après une série d'échecs électoraux, se retrouve dans une grave crise de leadership. Elle cherche désespérément un ou une personnalité qui pourrait incarner, à la fois incarner les principes de la gauche et d'autre part être suffisamment attractive électoralement. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, je ne vais pas entrer trop dans le détail. J'ai des idées sur ce qui doit se faire. De toute façon, ce n'est pas un renouveau de la gauche israélienne n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui va falloir se faire. D'ailleurs, comme dans d'autres pays que nous connaissons,
en Europe notamment. Dani, excuse-moi, Dani, je t'interromps une seconde parce qu'il y a un problème de fond. Il y a des gens qui ont des micros ouverts. Je vais recouper les micros de tout le monde et je t'ouvre le tien. Sinon, j'ai pas de messages. Les gens sont gênés. Excuse-moi. Je continue? Oui, c'est bon, normalement. D'accord. Et puis, pour la gauche israélienne, la question palestinienne ou la question de la solution du conflit israélo-palestinien était quand même centrale dans la politique de la gauche. Et puis, du coup, ils ont perdu le public israélien qui, lui, comme j'ai dit tout à l'heure, ne s'intéresse plus à la question, ne voit pas une priorité dans cette question, ne voit pas l'urgence. Et donc, ces gens-là, qu'on appelle le centre-gauche israélien, ils cherchent simplement politiquement une adresse qui puisse les débarrasser des gouvernements de droite, et notamment aujourd'hui de Benjamin Netanyahu, sans avoir des motivations idéologiques ou politiques véritables, ce qui donne lieu à des situations paradoxales et lamentables comme celles que nous connaissons aujourd'hui, où un parti comme Bleu-Blanc, qui se fait élire par sans doute 90% de voix de centre-gauche, trahit complètement ses électeurs pour aller rejoindre un gouvernement de droite de Benjamin Netanyahu. Et puis, il y a quand même, parmi les raisons de ce changement, il y a quand même aussi les changements qu'on a vus dans la région. La brisure, la fin de cette solidarité arabe autour des Palestiniens, le changement des regroupements et des coalitions à l'intérieur du monde arabe, la resurgence de l'Iran comme la véritable menace sur certains pays sunnites, dits modérés. Tout ça a amené un certain nombre de pays dont nous parlons aujourd'hui, qui ne sont sans doute pas parmi les plus influents du monde arabe, mais qui sont des précurseurs importants. Ils les ont amenés à penser que c'était le moment de normaliser les relations avec Israël en sautant un peu le pas ou en brisant une tradition qui disait il faut d'abord résoudre la question palestinienne à la satisfaction du leadership palestinien et du consensus arabe avant de procéder à une normalisation. Eh bien, sous le coup de tentation ou de pression américaine, avec les changements que je viens de mentionner dans la région, et puis une volonté de changement interne, c'est-à-dire un pays comme les Émirats arabes unis qui, comme ça a été mentionné par Pierre Filiu, n'ont pas véritablement une opinion publique, mais qui ont des ambitions économiques, des ambitions de modernisation, etc., considèrent Israël comme un allié beaucoup plus important que les Palestiniens. Alors, deux mots sur ce que ça fait, quelles sont les implications pour le monde politique israélien. Alors, ces accords d'Abraham, évidemment, ont créé dans la droite israélienne une sorte d'euphorie avec des slogans comme « on vous a bien dit », on peut faire la paix contre la paix, ce n'est pas la peine de rendre des territoires, etc., etc., ce qui évidemment n'est pas entièrement le cas parce que renoncer à l'annexion est une forme de donner de territoire, mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et surtout, la droite israélienne pense qu'il y a ici la preuve qu'on peut jeter les Palestiniens sur le bord de la route et avancer vers un horizon d'intégration d'Israël dans la région, comme ça a toujours été l'objectif.
Le public israélien, lui, est évidemment c'est un moment excitant de voir encore un ou deux pays arabes s'ouvrir à Israël. Et aujourd'hui, quand ils ont appris qu'en fait, sans demande de visa, on peut monter dans un avion à Ben Gurion et atterrir quelques heures plus tard à Abu Dhabi ou à Dubaï, ça fait rêver tout Israélien, et pour cause. Moi, personnellement, je le pense évidemment aussi. Et puis, dans la gauche israélienne, il y a un grand désarroi, il faut l'avouer, un désarroi qui grandit parce que encore un axiome s'est avéré faux, celui qui disait qu'on ne pourra jamais avancer vers une normalisation avec des pays arabes sans résoudre la question palestinienne. Je terminerai par 2-3 petites réflexions personnelles. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait régionaliser, c'est-à-dire mettre la question palestinienne, israélo-palestinienne dans un contexte régional. J'ai milité pour ça dans diverses organisations, notamment la Israel Peace Initiative, etc. Et donc, je ne suis évidemment pas opposé à un tel geste de normalisation, même si clairement le contexte a changé et que plutôt que de voir un avancement avec les Palestiniens ouvrir les portes vers des pays arabes, c'est l'inverse qui se fait. Mais je continue à penser que le centre, le pilier central d'un arrangement israélo-arabe définitif restera la question palestinienne et la solution à 2 États. Deuxième point, on ne peut pas s'entêter, s'acharner à résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec des solutions d'hier. Et c'est un petit peu ce qu'une certaine gauche israélienne fait, malheureusement. Il faut une nouvelle réflexion dans ce qu'on appelle le camp de la paix israélienne, le camp de la paix israélien, et peut-être même plus encore dans le camp de la paix palestinien, qui s'est trouvé avec un leadership qui se contente de lamenter le comportement du monde arabe, peut-être pour cause, mais ce n'est pas à long terme une politique. Et finalement, le monde peut minimiser le rôle des Palestiniens. Les Américains peuvent le faire, les Européens peuvent le faire, même les pays arabes peuvent le faire. Les seuls qui ne peuvent pas minimiser le rôle de la question israélo-palestinienne, c'est les Israéliens et les Palestiniens. Nous restons avec la question palestinienne tout entière, même si nous irons à Abu Dhabi, et même si nous irons à Riyad, et même si nous irons à Alger, qui est vraiment le coin le plus extrême de l'anti-Israël, nous resterons avec la question palestinienne. Et c'est donc pas pour faire plaisir aux Palestiniens ou au monde arabe, ou aux Américains, ou aux Chinois, ou aux Russes, que les Israéliens doivent être motivés pour trouver la solution, c'est pour résoudre une question existentielle, centrale de la société israélienne. Et c'est là-dessus que je vais terminer mes propos. Merci. Danny, des questions qui te sont destinées. Alors, on parlait de la gauche israélienne, enfin, qui est en crise, etc. Certains participants signalent qu'en fait, la gauche, ça fait longtemps, même à l'époque où elle était au pouvoir dans les années, enfin, on pense à Yaoud Barak, mettons, n'avait plus de programme sur le plan économique, de recherche, de développer l'égalité, la solidarité. Enfin, c'était plutôt un capitaliste nationaliste et plutôt qu'une gauche socialiste, on va dire. Donc, on met en cause même la capacité d'une gauche en Israël de se construire autour des concepts de solidarité. Deuxième question, sur les Palestiniens.
Je préfère répondre une par une parce que j'ai tendance à oublier la première si tu me poses la deuxième. Okay, d'accord, vas-y. Et c'est une réponse très simple. La gauche-droite en Israël n'a rien à voir avec les questions socio-économiques. Gauche-droite en Israël se divise autour de la question de la paix ou de la guerre, de l'avenir des territoires. Sur le plan économique, disons, la gauche modérée et la droite modérée se ressemblent au point où on peut les confondre. Il y a, c'est vrai, dans la gauche israélienne, quand même une tradition un peu plus marquée concernant la solidarité sociale, et je crois que ça reste le cas. Bon, Ehud Barak n'était pas Premier ministre pendant très longtemps, il a d'autres avantages, mais certainement, même sous quelqu'un qui était considéré comme un dur, comme Yitzhak Rabin, sur le plan social, c'était des grands moments pour les couches défavorisées en Israël et les régions défavorisées. Donc, il reste là. Et aujourd'hui, une autre ligne de partage entre gauche et droite, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est le sort de la démocratie israélienne et des institutions démocratiques. Question aussi vers les Palestiniens des territoires, de plus en plus, pour une partie d'entre eux, sont lassés de cette situation. Et au final, que beaucoup d'entre eux commencent peut-être à souhaiter peut-être une intégration à Israël d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est un processus que tu penses pouvoir voir se matérialiser, se concrétiser sous une forme à définir? Alors, ça nous ramène à la question de l'annexion ou de la solution à un État. Là où les leaders de la droite et leurs porte-parole coincent toujours, c'est quand on leur pose la question « Bon, alors vous ne voulez pas d'une entité palestinienne indépendante, vous voulez annexer tous les territoires, mais manque de chance, les territoires ne sont pas vides, il y a des millions de Palestiniens, même si on met de côté Gaza, qui est en effet un problème, il y a quand même près de 2 millions de Palestiniens en Cisjordanie. Qu'est-ce que vous en faites? Et une infime minorité d'entre eux diront c'est pas grave, on leur donne le droit de vote, nous allons de toutes les façons maintenir la majorité, et puis il y aura encore des dizaines, des centaines de milliers de juifs qui vont venir parce que la situation en Europe est terrifiante et parce qu'aux États-Unis aussi il y a de l'antisémitisme, et puis il y aura ce sera une sorte de paradis régional et tout le monde voudra venir, et donc la question démographique ne se posera pas. La grande majorité des gens de droite coincent sur cette question. Ils disent non, évidemment, ils ne pourront pas être citoyens israéliens, on va leur trouver un statut, ils vont avancer économiquement, on va investir de l'argent, ils cherchent uniquement une meilleure vie, etc. Toutes sortes de choses qui, honnêtement, ne tiennent pas la route historiquement. Mais c'est vrai que c'est difficile d'imaginer aujourd'hui la solution à 2 États, mais je continue à penser que toutes les autres ne tiennent pas mieux, et que c'est en fait beaucoup plus intéressant pour Israël de se dégager de ce fardeau des territoires de leurs habitants palestiniens, plutôt que d'essayer de trouver une sorte de formule magique, de faire coexister pacifiquement 2 peuples qui se sont entretués pendant près de 100 ans. Dernière question pour toi, Dany. Ça rejoint l'accord avec les Émirats. Alors, d'une part, les États-Unis, on le sait, dans le cadre de ces accords, ou vont vendre dans le cadre de ces accords des avions F-35 aux Émirats. C'était aussi un danger pour Israël. Israël perd sa suprématie aérienne. Et en contrepartie, est-ce que les Émirats puissent pousser à une reprise des négociations sur la question palestinienne? Est-ce qu'ils peuvent être un acteur actif également dans cette affaire?
Je vais commencer par la fin. Je ne pense pas qu'il y ait une quelconque motivation du côté des Émiratis de s'impliquer dans la question palestinienne. Ils ont des ambitions mercantiles, essentiellement technologiques. Si vous voyez les accords qui ont été signés aujourd'hui, tout le contenu est économique. Je ne les vois pas s'empêtrer dans cette affaire qui n'a bénéficié encore à personne parmi les prétendants médiateurs. Est-ce qu'Israël va perdre sa suprématie? Non. Honnêtement, ce ne sont pas quelques F-35 qui vont changer l'équilibre stratégique entre Israël et les armées arabes, d'autant plus que je vois mal comment les Émirats arabes unis vont soudainement se retourner. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est essentiellement une malhonnêteté du côté de Benjamin Netanyahu qui disait qu'il n'y a aucun give and take, aucun arrangement entre Israël et les États-Unis sur la signature des accords d'Abraham et que tout était volontaire, etc. Il niait évidemment qu'il y avait un quid pro quo sur cette question qui, juste 10 jours ou 15 jours après la signature, déjà s'est avéré complètement faux. Mais dans l'enthousiasme général de la population israélienne, cela se perd, mais un jour peut-être va quand même ressurgir, comme ressurgit aujourd'hui la question de la vente de sous-marins nucléaires à l'Égypte. On ne va pas rentrer dans cette histoire, elle est un peu complexe, mais Benjamin Netanyahu aurait donné un accord tacite aux Allemands de vendre des sous-marins nucléaires à l'Égypte pour favoriser la vente de vaisseaux et d'un sous-marin supplémentaire à Israël pour des raisons qu'on ne détaillera pas aujourd'hui, mais il y avait, semblerait-il, un intérêt de telle ou telle personne de son entourage. Donc, la question des F-35 va peut-être un jour ressurgir quand il y aura un débat sur le decision-making, le processus de prise de décision stratégique dans l'entourage de Benjamin. Très bien. Bon, je rappelle que par rapport à l'histoire des sous-marins que tu évoques, cet accord, il avait donné sans en référer ni à son chef d'état-major, ni au ministre de la Défense, et c'est ça un des problèmes qui constitue le gros problème de cette vente-là. Bien. Bon, je pense que, à moins qu'il n'y ait plus de questions en tout cas en l'air, est-ce que Dominique, tu veux dire quelque chose ou Jean-Pierre? Je remets, je ne vois pas tout le monde. En tout cas. Donc Jean-Pierre, voilà. Oui, très bien, Jean-Pierre. Voilà. Donc moi simplement, je vais vraiment dire à quel point j'ai trouvé passionnant les interventions de Daniel Sheikh et Dominique Moïsi, mais constater qu'il n'y a pas que la cause palestinienne qui est délégitimée. Parce qu'on voit bien que les causes islamiques, en général, ne le sont plus. Et quand on a sur la question des Ouïghours au Xinjiang, donc cette minorité de 10 millions de musulmans chinois, dont sans doute 1 million a été interné dans des conditions assez terribles, quand on voit qu'à l'ONU, ce sont les Émirats arabes unis et l'Arabie qui mènent le front des pro-chinois contre les démocraties occidentales, c'est-à-dire que finalement, les solidarités auxquelles on nous avait habitués, elles cèdent face au fait qu'il y a encore, faut quand même le souligner, parce qu'il y avait un certain accablement après l'intervention de Dominique Moïsi, il y a quand même aussi un bloc autour de l'état de droit. Et il est certain que quand on parle de la Chine, les Émirats arabes unis sont aujourd'hui un des principaux partenaires de la Chine dans la région, ce qui ne les a d'ailleurs jamais vraiment choqués, malgré l'intensité de la coopération entre la Chine et l'Iran.
Jean-Pierre, une question qui m'était posée sur le Liban, puisque Israël a entamé des négociations récemment pour la première fois avec les Libanais sur le partage des eaux territoriaux, enfin, notamment à cause des recherches en mer Méditerranée sur le gaz qu'on a trouvé. Donc, est-ce que tu imagines qu'il puisse y avoir un processus politique qui puisse s'engager avec le Liban dans le contexte actuel du Liban que tu connais bien? Oui, alors c'est déjà énorme, hein, c'est pour parler. Je crois que déjà, il faut prendre la mesure de ce que ça représente pour un régime dont le pilier, c'est quand même le Hezbollah, c'est-à-dire la force de frappe de l'Iran dans le monde arabe. Et je crois que c'est aussi, il faut le constater, la conséquence de la politique de pression maximale de l'administration Trump à l'encontre de l'Iran et de ses alliés régionaux. Hein. Il y avait même eu mise en cause de hautes personnalités au Liban qui font que eh bien, cette pression, elle a en tout cas elle a en tout cas conduit à ces premiers pourparlers, dont je rappelle qu'ils se déroulent à Nakoura sous l'égide des Nations Unies, mais qu'ils sont présidés par les États-Unis. Ça veut dire que sur des questions qui ne sont peut-être pas aussi fondamentales que celles qu'on a évoquées, mais qui traitent de la paix et de la guerre entre deux pays qui ont souvent été en guerre, eh bien, les États-Unis ont conservé, mais à un niveau qui n'est pas trumpien. D'ailleurs, on a vu que Trump ne s'en est pas vanté. C'est l'ingénierie diplomatique du département d'État, où il y a quand même toujours de très bons diplomates, qui a fait qu'avec une diplomatie assez pugnace, hein, c'est David Schenker, le sous-secrétaire d'État pour la région, et bien on est arrivé à ce qui est à bien des égards une percée historique. Hein. Il n'y a pas eu ce type de contact depuis 4 décennies. J'ai posé une question qui n'a pas été prise en considération. C'est moi qui parle, hein? Oui, j'ai posé une question qui n'a pas été prise en considération. Puis-je la poser? Oui, je ne sais pas qui est. Bon, peu importe. Charles Tangeman, je disais que le plan Olmert en 2008 reprenait, sauf erreur, les dispositions principales du plan Abdallah, soit la restitution de 90% des territoires occupés, Jérusalem-Est comme capitale et un juste retour des réfugiés. Pourquoi M. Abbas a-t-il refusé? Bien, bon. Qui veut s'atteler, Dany ou Jean-Pierre? Non, je veux bien. C'est-à-dire, il y avait des pourparlers, mais M. Abbas a refusé essentiellement parce que, disait-il, parce que la proposition avait été faite en dernière minute avant que Ehud Olmert ne cesse d'être Premier ministre, et donc la proposition avait été jugée peu crédible et avec une crainte qu'elle n'engagerait pas celui ou celle qui suivrait à Ehud Olmert, ce qui en effet était le cas. Mais c'était... J'ai tout le respect pour Ehud Olmert et pour Tzipi Livni à l'époque, qui ont fait des efforts considérables et véritables pour avancer vers un accord. Et je pense que Ehud Olmert, s'il avait eu la possibilité de rester au pouvoir encore 1 an ou 2, je pense que c'est lui qui aurait peut-être eu la meilleure chance de conclure, pour la simple raison qu'il avait un courage décisionnaire assez exceptionnel en comparaison à bien d'autres leaders israéliens qui hésitaient un peu plus pour des raisons tout à fait compréhensibles. Mais Ehud Olmert avait tendance à trancher. Mais il n'a pas eu le temps de le faire, et la suite malheureuse est bien connue. Il avait des ennuis avec la justice qui l'ont éloigné de la scène politique définitive. Très bien. Bon, bah, écoutez… David, je peux poser une question? Non, je crois… bon, écoute, comment non? J'ai posé une question par écrit. Pas être tranché. Dernière question, Martine. Je ne te vois pas à l'écran. Et vas-y. Ah oui, bah j'y suis, hein, pourtant. Bon, alors c'est une question à Dominique Moisy, et en lien avec les termes de fatigue. Je ne sais plus dans quel… Qui a dit le terme, c'est un échec plutôt.
les gens sont fatigués d'une certaine situation. Et je me posais la question si, par rapport à cet Israël qui dérive de cette manière-là, il n'y aurait pas une fatigue des Juifs de diaspora et surtout ceux des États-Unis à soutenir Israël. Ton iPad, Dominique, remets le son, s'il te plaît. Voilà, c'est bon? Oui. Tu m'avais coupé, c'est pour ça. Non, il y a une fatigue d'une partie importante de la communauté juive américaine à l'égard de la politique de Netanyahou. Et une sorte parfois de révulsion presque morale à voir l'alliance entre Trump et Netanyahou, avec cette idée, pas en notre nom, mais une fatigue à l'égard d'Israël. Non, je crois qu'il faut dissocier la fatigue à l'égard de ceux qui représentent Israël politiquement et à l'égard des fondamentaux d'Israël. Si je pouvais, je reviendrais très rapidement sur les propos de Jean-Pierre Filiou à la fin de son intervention. Ce qui était très intéressant, c'est que Samuel Huntington, dans son premier article de 1993 dans Foreign Affairs, qui s'appelait déjà The Clash of Civilization, avait l'idée qu'une alliance allait se constituer, je cite ces termes, entre Confucius et l'islam contre les valeurs de l'Occident. Or, en réalité, ce n'est pas du tout ça qui s'est produit. Il y a aujourd'hui beaucoup plus une alliance entre régimes autoritaires au nom de la réelle politique contre les minorités qui peuvent troubler. Donc, les Ouïghours, bah oui, c'est peut-être un problème pour les droits de l'homme, mais la relation avec la Chine est infiniment plus importante pour moi que ne peut l'être le sort d'une minorité, même si elle est musulmane. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et il me semble que l'enjeu des élections américaines dans 15 jours, ça va être de savoir si on peut revenir avec l'élection de Trump à une Amérique plus morale, Biden. qui entraînerait le monde. Allô? De Biden. De Biden. À une Amérique plus morale, ce qui aurait des répercussions. Au fond, ce n'est pas l'avenir du Moyen-Orient qui est en jeu dans les élections américaines dans 15 jours, c'est beaucoup plus l'avenir de l'Europe, l'avenir des démocraties libérales classiques face à la montée des populismes. Le vrai vainqueur demain, si Trump est réélu, c'est Marine Le Pen. Ça aura un impact beaucoup plus grand en réalité sur l'Europe que sur le Moyen-Orient. Bien, bon, écoutez, on va conclure là-dessus. D'abord, merci conférencier, donc plus de questions, mais quand même… Excusez-moi. Je suis désolée, c'est Muriel. Non, je peux dire juste un petit mot par rapport à ce qui vient d'être dit. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit parce que la Chine n'est pas morale. La Chine, on la voit se comporter. On la voit se comporter en Afrique. Elle n'est absolument pas morale. C'est ce qui a été dit, je ne sais pas. C'est exactement ce que j'ai dit. Donc, c'est important de prendre en compte cet aspect-là dans toutes les relations, c'est tout. D'accord. Non, mais ça a été dit, cet argument, je crois que Dominique l'a dit. Je ne l'ai peut-être pas entendu, je suis désolée. Oui. Rappeler d'autres points. Premièrement, que le sondage, en tout cas aux États-Unis, par rapport aux Juifs américains, montre que 70% d'entre eux semblent vouloir voter pour les démocrates. C'est confirmé, et 22% pour Trump. Ça, c'est un point très important. Alors que si on interroge le public israélien, une grande majorité d'entre eux, s'ils pouvaient voter, ils voteraient plutôt pour Trump. Là, il y a vraiment une fracture, parce qu'en Israël, on a une perception que
de voir Trump comme le meilleur allié d'Israël, alors qu'en fait, Trump a affaibli la position des États-Unis dans le monde, comme Dominique l'a mentionné. Et je voudrais juste rappeler ce que disait à ce propos Lévi Eshkol, un ancien Premier ministre israélien. Il disait que quand les États-Unis éternuaient, Israël avait la grippe. Alors, des États-Unis malades, ce n'est pas forcément bien pour l'avenir d'Israël. Donc, j'espère que dans 15 jours, les États-Unis seront bloqués dans le bon sens. Voilà. Merci à vous trois. C'était passionnant. Merci. Je précise que cette réunion a été enregistrée, donc vous pourrez la revoir sur le site à la fois de JCOL et de l'AFP maintenant. Et puis, nous allons poursuivre ce cycle de conférences sur notre TV JCOL, puisque nous avons déjà pris date avec Nicole Bacharan et Elie Barnavi pour commenter les élections américaines le 23 novembre. Vous recevrez une invitation à ce moment-là. Merci à vous, à nos trois invités, et bonsoir. À bientôt. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Merci.